Et le débat est donc ouvert. 18 septembre au 18 décembre, que retenir après 3 mois de cours, 3 mois d'enseignement, apprentissage dans nos écoles, collèges et lycées? C'est l'essentiel à retenir pour la thématique de votre débat. Faire croiser avec vous Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Loris Freddy Davos, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. L'exercice, il sera quand même de grande utilité pour nous ce matin, puisque cela fait quand même 3 mois que la rentrée scolaire, et bien sûr, a eu lieu au Bénin. Il y a eu les premières interrogations, il y a eu les devoirs et même déjà l'évaluation du premier trimestre dans certaines écoles et collèges. Alors, dans ce numéro de Faire Croiser, nous allons voir un peu ce qui s'est passé dans l'école béninoise ces 3 derniers mois. Qu'est-ce qu'il faut faire, un bilan à mi-parcours, histoire de relever les problèmes, ce qui n'a pas marché et comment ajuster tout ceci. Et pour l'exercice, M. Euseb Patimbo est avec nous. Il est instituteur, conseiller pédagogique, consultant en communication tout simplement. Monsieur consultant en éducation, pas en communication, mais en éducation. Monsieur Patimbo, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Merci. Loris, bonjour. Bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas de tenir notre main pour que nous puissions entrer dans l'école béninoise et voir qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, ou en tout cas depuis la rentrée scolaire à ce jour. Dites-nous, quel bilan peut-on faire déjà de ce qui s'est passé, un bilan à mi-parcours, si on peut se le permettre? Bien, je n'en suis pas acteur très actif parce que je suis déjà à la retraite, mais observateur de la chose éducative, je suis de main de maître quand même ce qui s'y passe. Et je sais aussi, pour certaines indiscrétions, que vous aidez encore certaines écoles à pouvoir se tenir. Donc, je les aide à faire l'encadrement. Vous touchez toujours à la chose. Ne pas faire l'indiscret. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je peux dire d'une manière ramassée et générale que ça a été un premier trimestre dans cette année scolaire-là apaisé. Puisqu'il n'y a pas eu de mouvement de grève, il n'y a pas eu de grand débrayage. Tout s'est bien passé du 18 septembre et jusque-là. Je peux dire que tout va bien. Pas de plainte de la part du syndicat, des confédérations, des enseignants eux-mêmes, le front, des parents d'élèves. Je pense que tout va bien, tout s'est bien passé. Même avec l'introduction de l'anglais et le retour des cantines, je pense que tout s'est bien passé. Seulement qu'il y a eu des outsiders dont on va parler tout à l'heure. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on va quand même voir un peu ce qui s'est passé au niveau de l'introduction de l'anglais, par exemple, ce qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, c'est quand même une toute première expérience. On va quand même chercher à savoir comment ça s'est passé. Mais parlant de bilan, qui doit faire ce bilan-là? Je pense que tout enseignant qui se veut performant dans le système éducatif doit faire son bilan à mi-parcours. Donc c'est les enseignants, un peu les parents et les apprenants. Mais quand les apprenants, il faut les amener à le faire. Et c'est le travail des parents pendant les congés. Mais le bilan à mi-parcours par rapport au plan de travail annuel, qu'est la planification annuelle des activités, c'est l'enseignant lui-même qui le fait, qui le soumet à son directeur. Le directeur fait une synthèse en unité pédagogique et on envoie la circonscription pour permettre de voir est-ce que la vision de la circonscription pour cette année scolaire a été atteinte. Est-ce que le programme est dépassé? Est-ce qu'on est en retard? Où est-ce qu'on est en retard? Pourquoi? Et comment peaufiner et réajuster pour le second trimestre qui est assez long. Et toute entreprise qui se veut performante doit s'évaluer. Et pour rire un peu, vous voyez les vieux, quand ils sont en train de boire, ils se lèvent de temps à autre pour voir s'ils ne vont pas tituber, s'il faut continuer la fête. S'ils tiennent. S'ils tiennent. Donc, nous travaillons à l'école sur des hommes, donc il faudrait nécessairement s'évaluer pour ces 3 trimestres, pour ce premier trimestre, 18 septembre, 18 décembre, c'est bien compté. En principe, on devait déjà avoir fait 2 évaluations mensuelles et une sommative qui commence aujourd'hui dans toutes les écoles de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 3. Alors, quelle est la fonction de cette évaluation-là? Pourquoi l'enseignant doit-il le faire et comment va-t-il le faire? C'est bien. On doit le faire pour se rendre compte du travail abattu pendant les 3 mois-là. Et afin de se rendre compte, est-ce qu'on a été performant? Est-ce qu'on a suivi son programme annuel ou trimestriel? Ou est-ce qu'il y a des points perfectibles avec les enfants, avec soi-même, pour bien
ressauter. Parce que si on ne sait pas le faire, on sera en train de courir et à la fin du rouleau, on ne pourra pas atteindre l'objectif escompté en début d'année. Donc, il faut nécessairement le faire. Regardez maman, quand elle est en train de préparer la pâte, à un moment donné, elle soulève sa palette, elle monte, avec sa cuillère à la sauce, elle goûte. Le maçon, quand il construit son mur, il met le niveau pour se rendre compte de la justesse. Est-ce que le mur ne va pas tomber? Est-ce que ça, c'est au bon niveau? Est-ce que la ligne est suivie? Est-ce que c'est droit? Voilà. Est-ce que c'est donc, pas penché quelque part? l'école n'échappe pas à cette règle de bilan à mi-parcours. C'est très nécessaire. Donc, il faut nécessairement le faire pour se rendre compte. Et pour le faire, il y a un outil qu'on appelle niveau d'exécution de programme. Oui. C'est un tableau. Oui, c'est un tableau. Nous espérons que la réalisation va nous permettre de voir ce tableau à l'écran. D'accord. Voilà. Voilà. Il s'affiche. Voilà, le tableau y est. Il est déjà Alors, là, le donc, tableau, pour l'interpréter, nous avons les indications, la circoncision, la zone, l'unité, la zone pédagogique, l'unité pédagogique, l'école, le cours, la durée. La durée, c'est 3 mois. Alors, nous avons le niveau. Le niveau, est-ce que l'unité est terminée ou le dossier, la situation d'apprentissage, la séquence, le titre et en observation, mon point d'observation personnelle. Alors, en français, combien de thèmes j'ai fait, séquences j'ai fait en vocabulaire thématique qui résume tout. La communication orale, lecture, expression écrite, grammaire, vous voyez tout ce qui est là en ce qui concerne le français. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis conforme à mon plan? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que j'ai pu aborder effectivement avec les apprenants? Parce que c'est la gestion axée sur les résultats. C'est cela. Voilà. Alors, en EPS, exprès, j'ai laissé ça à blanc. Vous allez constater que sur les fiches techniques que les collègues me permettent de le dire, il faut se dire la vérité, très souvent, on n'a pas le temps, le travail ne permet pas d'aller sur le terrain avec les enfants. Mais c'est surprenant, sur les fiches techniques de statistiques, nous voyons 100%. Alors, j'ai laissé ça express à blanc pour demander à nos... 100%, ça veut dire quoi? 100% de quoi? C'est-à-dire tous les enfants ont la moyenne. Tous les enfants ont la moyenne. Alors, je voudrais demander humblement à mes collègues, je ne suis pas faiseur de leçons, les enfants en ont besoin pour leur équilibre physique, physiologique et psychique. Et ça stimule le cerveau, ça permet aux enfants de bien travailler. Donc, ils n'ont qu'à sortir les enfants à partir de janvier, quand l'heure de sport sonne, même si je n'ai pas terminé les autres programmes. Et c'est un centre de formation inscrit parmi les 6 au nouveau programme. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à sortir les enfants. C'est pourquoi il a laissé ça vide. Vous soulevez là l'absence de l'EPS. D'activités sportives dans certaines écoles. Dans certaines écoles, ce n'est pas toutes. Et il n'y a que l'EPS que quand le maître est candidat à la pratique de son examen. Donc, vraiment, j'attire notre attention là-dessus. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi? Oui, certains ont dit que le travail, l'emploi du temps cloisonné ne leur permet pas de le faire, mais ce n'est pas une raison la plupart du temps. Parfois, bon, il n'y a pas l'infrastructure dans certaines écoles. Vous voyez, il y a des écoles dans toutes les rues aujourd'hui. Merci. C'est la raison stupide, oui, ça. Il y a des écoles qui n'ont pas d'aire de sport. Voilà. Oui, mais est-ce que cela, vous me permettrez quand même qu'on stationne un peu là-dessus pour pouvoir montrer un peu le problème à ce niveau? Est-ce qu'une école devrait être autorisée sans avoir une aire de jeu, là où les épreuves physiques et sportives devraient pouvoir se pratiquer, parce que c'est quand même une matière essentielle. Et ça suit l'enfant au cours de tout son cursus scolaire. Monsieur Peggy, il faut qu'on questionne les choses à la conseil consultatif. C'est le ministère. Tout ce que je sais, en 1986, quand moi je rejoignais ma première école à Kouandé, c'était une école à 6 hectares. Et du CI au CM2, on avait tous notre terrain de sport. Toutes les écoles que j'ai parcourues presque ont des espaces. Mais la privatisation, excusez-moi, de la chose scolaire aujourd'hui a fait que certains, je ne sais pas quel dossier ils présentent au conseil consultatif pour qu'il en soit ainsi. Ils n'ont pas d'espace. Et ce n'est pas une raison, parce que le sport peut se faire aussi en classe. Il faut exploiter l'espace qu'on a. Sortons les enfants, ne serait-ce que les mettre en rang pour leur donner la latérisation, connaître la gauche, la droite, ainsi de suite. Est-ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de certaines écoles privées, ça n'existe pas, cet espace-là. Et c'est souvent au stade de l'amitié de Cotonou, pour parler du cas de Cotonou, que bien, certaines écoles vont négocier. Et vous voyez les enfants se déplacer par vagues sans sécurité pour pouvoir traverser la voie. Et les parents ont le cœur haut.
Et je vous assure, c'est pas très joli. C'est franchement pas bien. Il faut que les autorités du monde scolaire puissent agir et réagir. Je remercie beaucoup ceux qui ont pris cette initiative. C'est déjà un début. Mais il leur reste à assurer la sécurité, comme vous l'avez dit, des enfants Le dans transport. leur déplacement, à l'aller comme au retour. S'il doit avoir un coût pour ce transport-là, l'école doit l'assurer. Mais toujours est-il dit que à côté des écoles, il y a toujours un espace libre que les gens laissent, non pour l'agriculture, mais que les gens laissent. Bon, je peux négocier. Un espace déjà de 20 mètres sur 20 ou bien 30 mètres sur 30 peut être un début de solution pour que les écoles aussi, parfois aussi quand il n'y a pas cet espace-là et qu'il y a un petit, les classes se disent on ne peut pas tous se mettre au tableau. L'emploi du temps qu'on nous a donné, on n'est pas esclave de cet emploi du temps-là. On peut s'entendre, moi je le fais de 7h30 à 8h30, toi tu le prends de 8h30 à 9h30, le soleil est là, dans la soirée, et perdre un peu de son temps pour que chaque enfant béninois aille sur le terrain. C'est cela, il en va de son équilibre et de son suicide, et il en a besoin. Et là, comment comprendre que les autorités puissent fermer les yeux sur l'absence de cette matière dans plusieurs écoles jusqu'à ce que vous le dénonciez? Bon, M. Péguy... Les circonscriptions scolaires sont quand même là. Les circonscriptions scolaires s'essayent. Je connais certains conseillers pédagogiques qui, à leur pointe de l'EPS, se pointent dans les écoles pour sortir les enfants. Exprès pour voir la réaction du maître et constater comment il peut s'expliquer sans son directeur, bien sûr, puisque le directeur lui a remis un emploi du temps répercuté du haut. Donc, pour voir sa réaction, parce que je suis maître de ma classe. Si je dois exécuter un programme commandonné, s'il y a déjà des difficultés en amont, je dois avertir l'autorité que j'ai telle difficulté. Et si ce n'est pas dit, et c'est en situation de classe qu'il faudrait s'exprimer, bon, c'est une manière aussi de se défendre devant ce conseiller pédagogique, membre du réseau d'animation pédagogique, qui doit répercuter ça sur les autorités jusqu'au sommet, pour que l'on trouve quand même une solution à cela. Parce que c'est un champ de formation fondamental. Je l'ai mis à la 2e place, c'est pour dire qu'après avoir parlé, avant d'aller réfléchir en mathématiques, il faut quand même se mouvoir. Il faut se mouvoir. Avant de poursuivre, Peggy, d'abord, on rappelle aux amis téléspectateurs qu'ils auraient dû rectifier eux-mêmes. La rentrée, c'est du 18 septembre. À ce jour. Et le bilan sur cette émission se fait à ce 18. À ce 18. Justement, donc ils auraient constaté qu'il y a une petite erreur là, voilà, au niveau de la thématique, de l'intitulé de la thématique. Voilà, c'est bien le 18 septembre au 18 décembre 2017. Peggy, Dieu sait faire ces choses. On devait faire ces émissions depuis. Qui est du 18 au 18. Eh bien. Oui, Peggy. Alors, nous allons poursuivre. On arrive maintenant aux mathématiques. À la mathématique, je pense qu'en mathématiques, nous avons l'arithmétique, la mesure, la géométrie et le calcul mental, le fameux calcul mental, qui, comme par hasard, est un exercice comme le PS, pour stimuler les enfants. Est-ce que ça existe encore? Ça existe, bien sûr. Ça continue? Oui, ça existe. Dans les classes? Si. On n'a pas l'impression, hein? Bon, je vais vous demander de sortir avec vos caméras un jour, on ira faire une classe en live. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous allez constater que ça se fait. Là, sur ce point-là, vraiment, félicitations aux collègues. Toutes les écoles que j'ai parcourues, comme votre inscription le disait tantôt, vraiment, il y a le cadran opératoire et ça se fait vraiment. Je saute sur les exercices virales, ça se fait, la conjugaison orale, ça se fait très bien. D'accord. Oui, ça se fait. En tout cas, pour ce que j'ai vu. Oui. Et pour ceux qui se rapprochent de moi, pour comprendre davantage, je vois que vraiment c'est parce qu'ils le font et ils sont enclins à des difficultés qu'ils se rapprochent de moi pour le faire. Donc je vois que ça se fait. Très bien. Nous continuons, nous avons l'éducation sociale, là aussi. Alors l'éducation sociale, je vais l'ajouter à l'éducation scientifique et technologique. Ça a été fait dans les écoles. C'est les résumés de leçons de civisme, de morale, d'économie familiale, d'histoire, de géographie. Bon, en EST, il y a l'agriculture, l'agriculture, l'économie familiale et les sciences naturelles. Bien maintenant, à ces deux niveaux, il y a une difficulté. Si l'enfant ne sait pas lire depuis le CICP, il ne sait pas bien copier au CP, copier les leçons au CP, il aura du mal à apprendre les leçons. Alors, donc je demande, et c'est pourquoi je parle de bilan à mi-parcours. Voici est-ce que tous les enfants lisent CICP et au CE1 pour pouvoir bien copier les leçons. Une autre technique que nous avons inventée,
et nous imitons des gens en disant nous avons inventé, c'est que ces leçons-là, si par exemple au CE1, CE2, c'est 3 lignes, 3 phrases, le maître peut transformer ces phrases-là en questions. C'est cela. Chacune de ces phrases-là en question pour permettre à l'enfant qui ne réussit pas de mémoire à pouvoir répondre, à réciter la leçon par des questionnements. Donc, à ce niveau-là, je l'ai introduit dans certaines écoles où j'impacte et je pense que ça marche bien. Donc, j'attire l'attention des parents là-dessus. Ils vont voir, en plus de la leçon, un questionnaire qui accompagne pour permettre à l'enfant de bien assimiler la leçon. Et si l'enfant arrive déjà à répondre aux questions, c'est qu'il connaît sa leçon. Le maître peut lui mettre leçon sur. Je voudrais finir par l'éducation artistique où on fait conte, poésie, chant et couture. Alors, un peu de notre culture se voit à travers les contes, la poésie et le chant. Là, je voudrais demander aux collègues vraiment de plonger beaucoup nos apprenants dans notre culture, pas seulement les chants en français, mais les chants de chez eux. Quand l'école est implantée à Glo, il faudrait que l'enfant puisse manier assez de chants à Isor, assez de chants Goun, assez de chants Fon. Enfin, la langue dominante dans le milieu, il faudrait plonger l'enfant là. Et la couture, parce qu'à l'évaluation certificative au CM2, au CEP, comme choix, il y a la couture. Et en dehors de cette vision-là, je pense que quand Peggy voulait sortir tout à l'heure, il y a un bouton qui n'est pas mis. Je pense que si son enfant, on lui avait déjà appris la couture, il peut l'aider rapidement. Très, très rapidement. Donc, il faudrait y aller. Donc, voilà comment peut se faire ce tableau. Je voudrais demander si on peut remontrer ce tableau-là pour que les amis auditeurs le voient et l'exploitent à bon escient. Et s'ils ont des difficultés, ils peuvent se rapprocher de ma modeste personne. Je vais leur dire comment ça peut se faire. Je crois qu'ils le voient à l'écran et ils peuvent s'en inspirer pour réellement avoir cet outil-là. Alors, ça te fait, puisque là maintenant, on a fait notre bilan à mi-parcours. Oui. On a noté quand même des choses. Par exemple, ces outsiders, ces fameux outsiders dont vous parlez, ce bilan bizarre, je ne sais pas si Loris Freddy d'avant est sensibilisé sur la question autant que moi, 111 cas de grossesse dans le Borgou par exemple. Bon. Et vous avez encore mieux pour la radio nationale l'a dit, vraiment, quand je préparais cette émission, je me suis dit, ça c'est un outsider et c'est très bien pour faire un bilan à mi-parcours. Mais qu'est-ce qui cause cela? Comment y solutionner? Alors, avant d'y arriver, je voudrais quand même un peu voir ces statistiques. En 6e déjà, il y a 11 cas de grossesse. En 5e, Là, nous sommes dans le Borgou. Nous sommes dans le Borgou à Libory. Dans le Borgou à Libory. Oui. Les deux départements. Les deux départements. Alors, en 4e, 23 cas. En 3e, 38. En seconde, 5. En première, 7. Et en terminale, 14. Alors, dans les deux départements cumulés, ça fait 333 cas de grossesse. 333 cas. Bon, je ne sais pas si j'ai bien suivi mon journal. Je l'ai écouté et ça m'a fait réfléchir. Donc, j'ai introduit cet outsider pour attirer l'attention des parents. Et qu'est-ce qui est la cause la plupart du temps? C'est leur démission. La démission des parents. Des parents, d'une part. Qu'est-ce que vous mettez dans la démission des parents? Quand l'enfant n'a pas le minimum nécessaire et qu'il trouve une facilité dehors, quand l'enfant n'a pas reçu l'éducation de la retenue, parce qu'il faut apprendre à se retenir devant tout. C'est ça qui amène les enfants. Quand vous voyez, même vous-même, Peggy, quand il y a un peu de facilité, personne n'hésite à y aborder, à y abonder. Donc, si les parents prenaient l'heure et donnaient la pitance quotidienne à l'enfant, l'habit qu'il faut, et un suivi rigoureux, paternel et maternel, je pense que vraiment, l'enfant n'irait pas à cette dérive-là. Que direz-vous des cas des enfants qui ont tout ce soin dont vous parlez et qui commettent quand même? Je l'ai dit tantôt, c'est qu'on ne les a pas éduqués à la retenue. Et le rôle des parents vient, ils n'ont pas dialogué avec leurs enfants, ils n'ont pas fait quelque chose que j'appelle gestion accessible des retards, ils n'ont pas le temps de s'asseoir, ils ne s'asseyent pas avec leurs enfants pour les orienter. Il ne s'agit pas de donner le gratte-ciel à l'enfant. Si vous donnez le gratte-ciel à l'enfant, il ne sait pas l'entretenir, ça va s'étioler, ça va tomber un jour. Donc, les parents n'accompagnent pas, c'est pas donner voiture, tout le luxe qu'il faut à l'enfant qui est l'éduquer. Éduquer, c'est différent d'achalander.
Éduquer, c'est différent d'instruire. On peut, l'enfant ne fait pas, mais il faut l'éduquer en le suivant, en lui disant, et être en étant soi-même, le learning by doing. Il faut être exemplaire soi-même. Voilà, il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Et l'autre chose, il ne s'agit pas de parler à l'enfant, il ne s'agit pas de lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il faut le suivre. Il faut voir si vraiment il fait ce qu'il faut. Et s'il ne le fait pas, on le relève, on voilà. le dit, ça ne se fait pas. Et comme l'a dit Kizerbo, l'école doit être la chose de village, le village la chose de l'école. Donc, il doit y avoir une relation étroite, étanche entre les parents et l'école. Je pense qu'on peut éviter assez. Il y a aussi les relations douteuses avec nous enseignants. Et ça me rappelle le goût facile des NST, comme tu te plais à le dire. Les notes sexuellement transmissibles. Vraiment, collègues enseignants, donner les notes qu'il faut et donner les rémédiations qu'il faut. Je préfère à ce que mon enfant échoue dignement avec un 5 que d'avoir 20 qui n'a pas mérité et qu'elle me revienne avec une grossesse. Une petite boutade sur la question. Oui. Certains avec qui on a eu à discuter à un moment donné vous répondent, les agents de l'État, ils ont l'occasion de détourner les sous et autres, et que eux, c'est leur dédommagement naturel. Ça, c'est leur point de vue. Mais pour moi, ce n'en est pas une. Ce n'est pas un dédommagement. C'est leur façon à eux de détourner aussi. C'est-à-dire, si je dois solliciter un service d'une de mes élèves, vraiment, la fille du procureur, vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est un détournement de mineur. C'est interdit. C'est pas bon. Mais alors, ces cas-là, est-ce qu'on pourra investiguer, identifier les auteurs et que ce qui doit se faire? Je vais dire félicitations à certains collègues et collèges de Glodibé où on identifie les cas et on met l'auteur et ses parents en demeure. Et la fille ne doit pas rester à la maison, elle doit aller à l'école. Je connais des cas que je peux citer. Au CG2, où on a intimé l'ordre à l'auteur et aux parents. Et après la naissance de l'enfant, la maman du mari de l'auteur de la grossesse prend l'enfant en charge. Et la fille continue son école. Je pense qu'au plan national, c'est ça. Il n'est plus question de renvoyer les enfants parce que la plupart du temps, ce n'est pas leur faute. C'est les fautes que nous avons relevées tout à l'heure. Et même si c'était le cas, bon, on ne peut pas laisser ni le petit souffrir, ni abréger la scolarité. Donc, les parents entrent en jeu et certains collègues suivent régulièrement. C'est ici le cas de Félicité, le CG2, où j'ai suivi des cas de grossesse, où ça a été suivi. Et au bonheur de tout le monde, ces filles-là sont admises au BPC et au baccalauréat. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des conséquences qui en découlent. Les conséquences, oui. Bon, c'est qu'à un moment donné, la fille est déséquilibrée. C'est dommage. Deux personnes ont semé, c'est elle seule qui est un peu déséquilibrée. Il est vrai, l'homme est désarçonné. C'est elle seule qui ramasse les pots. Les pots. Donc, raison pour laquelle, attention aux notes sexuellement transmissibles, attention à la légèreté, attention au goût du gain facile. Il faudra parler aussi aux enfants, aux élèves, aux filles, qui se laissent vraiment embarquer comme ça. Non, c'est ce que je te dis, il y a le dialogue. Et il y a vous aussi, la presse. On peut aller faire des émissions en live pour sensibiliser. Il y a une ONG qui l'a fait au complexe scolaire Polytechnique d'Avamene, j'ai assisté. Il faut parler du sexe aux enfants et montrer le danger. Ça ne doit plus être un sujet tabou. Il faut briser la glace. Oui, il faut briser la glace. Dissiper. Oui, mais directeur, il y a quand même cette réalité. C'est vrai, tout le monde appelle à ce qu'on démystifie le sexe et tout. Mais vous savez très bien que chez nous, dans nos cultures, ces choses-là ne sont pas abordables aussi facilement, surtout avec des enfants. Un papa d'un certain âge qui a quand même déjà une certaine culture, de cette propreté à ce niveau-là, va faire asseoir sa fille, son garçon pour lui dire, écoute, ça là, vous voyez un peu la gêne? Non, le phénomène est là, le fléau est là. Comment le corriger? C'est ça qui nous amène. Il y a un langage. Les enfants, les adultes ont des langages codés. Les intellectuels aussi en ont. Il y a une manière d'aborder ces sujets tabous. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Donc, il ne faudrait plus vraiment. Il faut briser la glace. Je vous donne un exemple. Oui. Le papa et sa fille ou ses enfants qui sont au salon en train de regarder la télé. Et voilà un film qui passe, dont eux tous raffolent. Mais voilà, arrivent les moments où
on s'embrasse, on rentre dans des scènes un peu trop osées. Quelle devrait être, par exemple, la réaction du papa qui est assis et qui suit le film avec ses enfants? On renvoie les enfants dans la chambre? J'ai deux points de vue sur ce truc-là. Oui. Le premier point de vue, d'une manière générale, c'est qu'il faudrait amener les enfants. Là intervient le rôle du papa pour donner le langage. Parce que c'est de fait, vous êtes ensemble. C'est-à-dire, même d'ici, vos techniciens ne peuvent pas arrêter certaines images dans les feuilletons. C'est clair. Vous voyez, non? Alors, quand je sais que ce feuilleton doit passer de telle heure à telle heure, mais Haro là-dessus. Et ma deuxième façon de régler, bon, je voudrais dire, pour conclure cette partie, que je fais un commentaire après le film. Après le Je film. fais un dialogue, je fais un débat. Et les enfants parlent. Il y a des enfants pointus qui vont poser la question précisément. C'est là où vraiment c'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est bon ce que tu as vu, mais tu n'as pas encore l'âge. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la retenue qu'il faut apprendre à l'enfant. Tout ça, ça s'apprend depuis le téton, depuis le lait maternel. Quand l'enfant a fini de prendre les seins, par exemple, il se continue de pleurer. On lui donne le biberon. Après, quand vous mangez, on nous le... C'est-à-dire qu'il faut apprendre à l'enfant à se retenir. Et c'est depuis le lit que ça s'apprend. Si on n'apprend pas, c'est sûr, les enfants iront à la dérive, ils ne vont pas vous comprendre. Et la deuxième façon de répondre à votre interrogation, c'est que nous sommes dit au Bénin depuis un certain temps, en tout cas moi depuis 2004, année scolaire sans télévision, sans téléphone. Parce que c'est ce qui se regarde à la télé, ça se voit aussi sur les portables avec les INSEE et consorts, pour ne pas dire porno. Il y a un risque à prendre cette décision, directeur. En tout cas, moi je l'ai expérimenté, je vous l'ai dit, et j'ai réussi. Si vous l'interdisez à la maison, oui. et que l'enfant doit sortir, parcourir quelques rues avant d'aller à l'école, oui. et que vous n'êtes pas toujours à la maison, tout le temps à la maison, il peut faire un break, il peut faire une escale. Il peut rattraper ce que vous lui cachez. Ce que vous l'empêchez de faire à la maison, il peut rattraper. Si le message est donné à l'entame, tu quittes la maison, je demande aux parents. Il n'y a pas besoin de 10 semaines pour le faire. Je suis mon enfant de la maison jusqu'à l'école. Tout le temps? Pas tout le temps. Mais au moins, à un moment donné. À un moment donné, pour me rendre compte au moins du temps qu'il fait. Et moi aussi, je fais la route à un moment donné pour savoir les difficultés et les dérives qui pourraient empêcher, qui seront entraves à la conduite que je lui ai donnée. Vous voyez, je dois suivre. Si ce n'est pas moi, c'est maman. Je l'instruis, elle le fait. Et on se rend compte un peu des dangers. Parce qu'il y a l'école, tout ça, c'est l'école parallèle. Donc, on ne peut pas ne pas demander aux gens de ne pas installer leur écran, ainsi de suite. Mais si ton enfant, de l'école à la maison, est instruit, il sait qu'il a un travail qui l'attend, et un peu de sévérité dans le ton de papa et de maman, je pense qu'il n'ira pas trop à la dérive. Même s'il il revient, dites-lui, tout ce que tu as vu, à un moment donné, il faut faire à son enfant. Qu'est-ce que tu as vu en chemin? Il va raconter naïvement. Et vous allez profiter de cette occasion pour soustraire. Et de cette occasion pour introduire le débat sur si ramène le problème cesse. Donc, mon mot de fin sur cette partie-là, c'est que nous devons dialoguer beaucoup avec les enfants. Surtout, il n'y a plus de sujet tabou. Surtout sur son travail, sur les dérives de la société. Il faut parler avec les enfants. Chaque famille doit avoir un temps qu'on appelle le devoir de s'asseoir et accepter que les enfants vous critiquent, à ce que les enfants acceptent que les parents les critiquent dans des mots qu'il faut. Et je pense que la famille et l'école vont gagner beaucoup de choses. La communication. Il faut communiquer avec les enfants. Surtout. Faire des acteurs, des partenaires. Des partenaires, voilà. Et vous voyez, bon, nous voulons atteindre tel résultat. Nous avons telle vision pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Nous savons ce qu'il faut. Et toi? Après avoir cité, si le parent dit ses possibilités, l'enfant aussi peut dire les siennes. Vous voyez? Et je peux faire ceci, je peux faire ceci. Ceci peut attendre. En tout cas, il faut communiquer. Et ensemble, c'est-à-dire vous vous entendez sur un mode opératoire. Sur un mode opératoire. Là, je pense qu'il y a moins de dérives. Donc, ce n'est plus la dictature des parents, l'enfant totalement soumis. Plus de dogmatisme en éducation. La vieille féodalité. Mais il y a quand même une certaine, un certain respect qui doit prévaloir. Le respect, non. Quand tu le dis dans des termes, et quand tu es exemple toi-même, et que tu suis, l'enfant doit te respecter.
il faut créer une familiarité, il faut libérer le langage de l'enfant, mais à un moment donné, il faut dire « Aro, ça va ». Il faudrait que le Père se prononce. Oh. Comme le Seigneur Jésus, quand les gens ont transformé le temple de Jérusalem en marché, il a dit « Ah, Aro, il les a renvoyés ». C'est cela. On ne saurait faire de la maison de son Père un marché. Le papa doit parler. Oui, le papa doit parler. Et le papa doit parler. Je profite de cette piscinette. Il y a quelque chose qui gâte la sauce en famille. Quand le papa parle, même si il parle mal, la maman doit accompagner. C'est ça. Et quand la maman parle, même si elle va à la dérive, le papa accompagne. Quand ils seront à deux, ils vont faire le bilan de leur action et rectifier. De se remettre en cause. Ils doivent éviter Ils de doivent se contredire devant les enfants. Il y a ça qui amène surtout les outsiders dont j'ai parlé. Et il n'est pas rare de voir des papas coacher leur enfant-fille, ou bien des mamans coacher leur enfant-garçon. Et tout ça, ça va à la dérive. C'est sûr à quoi nous assistons souvent. Le langage n'est plus unique. Merci beaucoup. Le langage n'est plus unique. Et puis, l'enfant voit que, je suis protégé par papa, je suis protégé par maman. Et c'est une faille. Oubliant que, après avoir dépassé l'autorité de papa, l'enfant se retourne contre vous-même. Directeur, l'enfant ne fait pas que voir, il l'exprime aussi. Parfois, vous l'interpellez, vous dites maman a pourtant dit que il faut faire ça. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter en ayant un langage unique, comme l'a dit M. Peggy. C'est ça. Il faut avoir un seul langage devant les enfants. Et là, je vais sortir un peu. Quand un adulte dehors reprimande votre enfant, remerciez cet adulte-là. Et au lieu de vous en prendre à lui. Ah bon? Oui, la tendance est très grande aujourd'hui. C'est tout le contraire. C'est au contraire qu'on assiste maintenant. Oui, et permettez-moi de dire, enfant, mais quand tu ne veux pas qu'on corrige ton enfant, tu as choisi. On te le laissera. On te le laissera. Un mot rapidement sur la cantine scolaire, surtout le retour. Avec, on aura peut-être une autre émission à y consacrer parce que c'est quand même une grosse poche d'insécurité alimentaire, d'insécurité sanitaire à ce niveau. Mais déjà, quel bilan on peut faire rapidement? Non, pour moi, c'est bienvenu que l'école soit, certaines écoles, pas toutes, mais je veux que l'État voit la qualité des vivres envoyés dans ces écoles-là et que la quantité soit vraiment assez suffisante. L'État a assez outillé les parents pour contrôler les directeurs et consorts qui s'y adonnent. Donc, ils ont l'œil là-dessus, qu'ils descendent et que le service social scolaire se mette en travail. Ce n'est pas aller contrôler si le directeur ou bien le maître n'a pas détourné. Mais qu'est-ce qu'on offre aux enfants? Un bon père, l'État donne et va goûter. Ça. En tout cas, moi j'ai participé une fois à une école à cantine. C'est ce que les enfants mangent que je mange. C'est-à-dire, c'est déjà important. Même si je ne dois pas manger à satiété, pendant que les cuisiniers travaillent, je laisse mon travail parce que l'enfant est bien, en bonne santé, c'est aussi un travail. Je vais contrôler. Et il y a un responsable élève, un responsable maître qui suit aussi pour rendre compte au directeur qui n'aura vraiment pas le temps de le faire. Donc que les FATA voient la quantité, la qualité et descendent pour contrôler. Parce qu'à des moments donnés, je ne sais pas là où ça se fait le stockage. C'est des haricots avec chalençon qu'on vous amène avec maïs, avec chalençon. Et on n'amène pas tout ce qu'il faut pour garnir. Alors, à ce niveau-là, je voudrais demander qu'on instaure dans les écoles des jardins scolaires pour permettre d'achalander ne serait-ce que la production de champignons, de pastèques, de fruits, ainsi des légumes pour que cela... Ça, c'est de très bonnes idées. Merci, directeur. Nos écoles gagneront à copier, à mettre en pratique. Ce serait vraiment génial. Malheureusement, on n'a pas le temps de finir tout ce que nous avons prévu. Ce ne serait que partie remise. L'introduction de l'anglais, par exemple, comment ça s'est passé et tout, comment on peut s'y prendre pour vraiment une amélioration de la chose, une atteinte des objectifs fixés. Monsieur le directeur, un dernier mot très rapidement. Donc, je vous remercie beaucoup. Je voudrais souhaiter par anticipation mes meilleurs voeux, bonne fête aux enfants. Merci et beaucoup. Que vraiment les parents fassent le bilan, comme je l'ai dit, les enseignants se le fassent eux-mêmes d'abord pour se rendre compte de est-ce que j'ai atteint l'objectif pour le trimestre, que l'État y veille dans les réseaux d'animation pédagogique que sont les RUP, les conseillers pédagogiques, l'inspecteur, les CRP comme on appelle aujourd'hui, et qu'on fasse vraiment une synthèse pour réorienter le trimestre. Et je souhaite que ce trimestre, qui est le second trimestre qui sera long, parce que ça va de janvier à avril, que cela se passe dans la paix. Parce que ça va du 4 janvier au 13 avril. Donc c'est à cheval. Et il y a de petits congés de détente et consorts là. Et
que l'on profite de ce repos-là, des congés de Noël, pour faire ce bilan à la maison, à l'école, et la chose scolaire, ça on trouvera grand. Merci, directeur Euseb Patimvoro. Merci, Peggy Ludovic Dagba. Il y a un sujet sur lequel vous devez revenir avec peut-être un socio-anthropologue ou un psychologue. Comprendre ce qui explique la fertilité ou la virilité des enseignants ou des hommes dans... La résurgence des cas de grossesse, vous voulez dire, en milieu ce scolaire. Département, plus précisément, le bon goût. On va chercher à savoir, c'est sûr, Oui. parce qu'il y a quand même forcément des éléments explicatifs. Il faudrait qu'on cherche à comprendre. Parce que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, on en a parlé. Ah oui. Et je crois que le phénomène a commencé il y a un peu 2 ou 3 ans. Donc, on peut s'interroger déjà avec les scientifiques sur la question, qui ont déjà là un champ d'expérimentation, un champ d'études, un champ de travail. Voilà.